Disons qu'avec ce film, Hitchcock fait un film à la fois évidemment de plaisant, de divertissement, donc de tout public comme il aimait et prenait plaisir, en tout cas, ou intérêt à faire, mais beaucoup plus. C'est-à-dire que avec ce film, il fait une véritable réflexion, une double réflexion, à la fois sur qu'est-ce que le cinéma pour lui et qu'est-ce que son cinéma à lui. Le film, l'histoire que l'on vous raconte n'est que l'apparence du véritable sujet qui est traité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met sur un écran ou dans un écran comme on veut, qu'est-ce qui peut intéresser ou comment intéresser un public, comment l'entraîner dans une histoire, et non seulement l'entraîner dans une histoire, mais faire en sorte que c'est lui qui peut, plus le film avance, plus il devient le dicteur, si on veut, ou le directeur en tant que directeur dans le sens américain, c'est-à-dire le metteur en scène du film. Donc il va vous donner d'emblée le secret du film, dès l'ouverture, c'est-à-dire le regard par la fenêtre, les trois volets ou les trois rideaux qui se lèvent les uns après les autres, donnant au chiffre 3 l'importance de la construction chez Hitchcock, toujours le travail du 3, alors que d'autres cinéastes, par exemple Fritz Lang, travaillent sur le 2, sur la dualité. Lui travaille sur le côté 1, 2 et 3. Je vais vous expliquer en particulier sur le suspense comment ça fonctionne et comment lui le fait fonctionner plus exactement. Mais surtout, dès qu'il ouvre donc le film, il nous montre comme ça une cour intérieure, comme il y en a beaucoup à New York, donc une sorte de représentation en studio évidemment, par un décor évidemment, mais il n'empêche que il cherche à donner une impression réaliste du film, que presque, je dirais, néo-réaliste, puisque nous sommes en 54 et que le néo-réalisme existe déjà depuis 8 ans et qu'il a envahi un peu le monde du cinéma et que en effet, faire réaliste est devenu un tout petit peu à la mode à ce moment-là. Donc comment faire semblant d'être réaliste alors qu'on est tout à fait dans le travail de studio de bout en bout du film. Mais la question n'est pas là, la question est simplement donc de faire une représentation d'une cour de New York. Et dans cette cour de New York, bon évidemment, un homme, enfin on ne sait pas encore, c'est la caméra pour l'instant qui y est, on va découvrir au bout du plan qu'il y a un homme en effet dans un appartement, donc qui, à travers une fenêtre, va regarder les autres fenêtres de la cour, donc des gens qui habitent. Ces autres fenêtres, que vous l'avez tous évidemment remarqué, ont une forme précise, qui est par ailleurs exacte au point de vue réaliste, c'est-à-dire que ces fenêtres tout à fait longitudinales, donc 2 fois plus larges que hautes, ou même quelquefois 2 fois et demi plus larges que hautes, curieusement, il se trouve que ça a la même forme que le cinémascope, nouveau format imposé au cinéma en 1953, qui devient tout à fait à la mode à ce moment-là, et que Hitchcock va utiliser, non pas directement lui-même en tant que cinémascope, son film n'est pas en cinémascope, c'est-à-dire 1 mètre de hauteur sur 2,60 mètres de large, ou 2,55 mètres, je ne sais plus très bien exactement, 85. Alors, le format que vous avez vu, c'est quand même un format assez rectangulaire, mais il n'est pas tout à fait le format cinémascope qui est beaucoup plus développé. Mais aucune importance. En revanche, les fenêtres qu'il représente sont du cinémascope, sont du format cinémascope. C'est-à-dire, en d'autres termes, que d'emblée, il vous dit, voilà, je vous offre 7 ou 8 écrans à regarder. Je vous offre des histoires à l'intérieur de ces écrans. Quelle histoire vous allez regarder? Quelle est l'histoire qui va vous intéresser? Et peu à peu, vous allez abandonner toutes les histoires des personnages, pas inintéressants, enfin quand même, un peu quotidiens, etc., pour vous intéresser évidemment à ce qui est important pour un spectateur,
c'est tout ce qui lui est par excellence interdit dans la vie réelle. Et qu'est-ce qui lui est interdit par excellence dans la vie réelle? Bien sûr le sexe, et donc le sexe sera quand même sous-entendu, et sera proposé d'emblée, et surtout le crime. Donc, finalement, on va vous imposer, à dire du film, à choisir la bonne fenêtre, celle où il y a le crime. Et non seulement celle où il y a le crime, mais de participer au crime, évidemment, en le rejetant, bien sûr. Mais il n'y a que ça qui vous intéresse. Est-ce que le criminel est réellement un criminel? Est-ce que le crime a bien eu lieu? Et finalement, si vous regardez bien le film, vous apercevez que c'est vous qui faites le film, qui faites le crime. C'est pas le criminel. C'est vous qui voulez qu'il y ait crime. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qui vous intéresse quand vous êtes dans un spectacle? Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est évidemment, je répète, tout l'interdit qui vous est imposé par la société. Alors, quand on commence à comprendre tout le système hitchcockien, et donc, entre autres, que le film nous démontre de bout en bout, on s'aperçoit qu'il analyse, en effet, d'abord le système même du cinéma. Regardez, c'est pas compliqué, là c'est plus tout à fait pareil qu'avant, mais jadis, vous aviez la cabine de projection, mais vous l'avez toujours, elle est toujours là. Cette cabine de projection, comme vous pouvez le constater si vous retournez, c'est une horizontale, c'est une parallèle par rapport à l'écran. Et donc, il y a deux parallèles, séparés évidemment, par une perspective, par une perpendiculaire, et cette perpendiculaire projette le faisceau lumineux qui va produire, donc en se projetant et en étant arrêté par l'écran, va produire de l'image, et l'image qui va vous intéresser. C'est ça le fonctionnement même du cinéma. En d'autres termes, on vous reprend de façon mécanique, normale, qui est le système même d'un art ou d'une machine, comme on veut, une technique, on vous reproduit ce qui est aussi le propre de ce que notre rapport au désir dans la vie. C'est-à-dire, nous projetons nos désirs et nous voulons les voir se réaliser. En d'autres termes, nous allons travailler sur le voyeurisme. Donc le cinéma hitchcockien sera d'abord et avant toute chose un cinéma voyeuriste. D'emblée, dès le premier plan, vous êtes dans le voyeurisme. On regarde, on épie, qu'est-ce qui se passe chez les autres, dans le regard des autres, dans les différents appartements. Et on est rentré dans ce système du désir qui va devenir maintenant la base même du suspense chez Hitchcock. Et c'est là où on va trouver le chiffre 3, c'est-à-dire, vous avez pu voir, et vous l'avez dans ce film, dans la quasi-totalité des films d'Hitchcock, vous avez une figure mère qui apparaît et qui est celle d'un homme. Je dis un homme, ça peut être une femme. C'est rarement une femme, mais il y a des films où c'est une femme, aucune importance, qui est dehors, suspendue à une gouttière ou à n'importe quoi, et qui est dans un état de totale impossibilité, d'immobilité et d'impossibilité de se rétablir. En d'autres termes, sa vie dépend des autres et des forces, d'autres forces. C'est plus sa propre force qui peut rétablir son existence. Cette figure-là, vous l'avez à la fin dans le personnage de Scotty, qui est Sylvester Scotty, je n'ai pas revu le film là. Le nom du personnage. Hein? C'est Scotty, bon, c'est ça. Le personnage de Scotty, qui est suspendu à la fenêtre et qui en effet va chuter. Chez Hitchcock, cette peur du vertige, cette peur du vide est fondamentale. C'est pas pour rien qu'un peu plus tard, il fera un film qui s'appelle Vertigo, le vertige. Donc, chez Hitchcock, nous reprenons cette figure mère, majeure, que je répète, vous retrouvez dans la quasi-totalité de ces films. Donc celle-là, de l'homme suspendu dans l'incapacité totale, donc dans l'impuissance absolue, et son sort dépend de deux forces. Une bénéfique, qui vient l'aider à s'en sortir, l'autre maléfique, qui cherche au contraire à les faire tomber. Donc, l'homme, ou l'individu, ou le spectateur, pris entre deux,
complètement réduit à l'état d'impuissance, il ne peut pas agir sur, donc pris entre le désir d'être sauvé ou la crainte de tomber. Et le jeu qui va être travaillé et vraiment provoqué chez les spectateurs, c'est ce constant mouvement entre désir et crainte. Je désire et je crains. Le désir, je change en crainte. La crainte, je change en désir. Et cette espèce de mutation perpétuelle devient la base du suspense hitchcockien. Sauf que vous avez cette donnée première du suspense qui va se répercuter sur une autre donnée qui vous fait intervenir davantage, vous, spectateurs. C'est-à-dire que, supposons que vous soyez dans la situation réelle, qu'en effet, vous voyez dans la rue quelqu'un suspendu comme ça à une gouttière qui risque de tomber. Bon. Vous êtes forcément, vous aussi, en tant que témoin dans la rue, réduit à l'impuissance, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous êtes en état de totale impression, inquiétude, sensation. Va-t-il s'en sortir ou va-t-il tomber? Il est évident que votre bon cœur fera que vous désirerez qu'il soit sauvé. Mais, comme au cirque, au trapèze, bien sûr qu'on veut qu'il soit sauvé, mais s'il tombait, ça ne serait peut-être pas si intéressant que ça. En d'autres termes, on aurait une autre sensation. Et donc, le jeu va se jouer, là encore, sur désir et crainte, l'un étant en fin de compte la même chose que l'autre. Désir et crainte étant ambivalents, et donc, qu'est-ce qui se change en? Alors, ça va devenir de plus en plus intéressant dans l'œuvre d'Hitchcock après ce film, où, en effet, quand il fait ses films, il va même partager le public en deux. Il y aura le public masculin et le public féminin. C'est-à-dire que la même chose va provoquer le désir du masculin, donc en même temps la crainte du féminin, ou inversement. Bon, ça va devenir des films comme Vertigo, Les Oiseaux, etc. C'est plus complexe. Mais là, on est à la base de ce système où, en effet, c'est ce jeu de désir et de la crainte qui va devenir le moteur fondamental du film, et donc l'histoire qui nous est racontée, qui par ailleurs est une histoire très simple, qui est une histoire de rapport, qui est un rapport en effet d'intérêt sur l'image, donc le voyeurisme, donc le journalisme, le reporter, etc. Et donc le cinéma. Qu'est-ce que le cinéma vous apporte? Qu'est-ce que le cinéma vous fait voir? Qu'est-ce que plus exactement vous voulez voir au cinéma? Quel est l'intérêt que vous portez aux choses? Quel est l'intérêt que vous portez aux autres? Quel est l'intérêt que vous portez à vous-même? Tel est le thème, ou tels sont, si vous voulez, les sujets fondamentaux de Hitchcock, qu'il vous traite avec ici dans ce film de façon magnifique, parce qu'en même temps, ça a l'air, bien sûr que ça n'a que l'air, très naturel. C'est une histoire qui pourrait être, elle pourrait être réaliste. C'est juste intelligemment fait pour que vous acceptiez l'idée du réalisme et que, en même temps, vous sachiez que vous êtes au spectacle. Donc, ce jeu-là, là aussi, est extrêmement habilement fabriqué pour que vous puissiez fonctionner, et fonctionner totalement, évidemment. Plus le film avance, plus vous êtes pris par le film, et par exemple, à la fin, lorsque vous forcez, grâce à vous, projection sur l'écran dans le personnage de Scotty, car là encore, il y a un jeu de détriplement chez Hitchcock, spectateur, projection de son double dans le personnage principal, qui lui-même se projette dans son double dans le personnage maléfique. Vous l'avez ici, vous avez la figure parfaite. Vous, spectateur, comme et spectateur, Scotty. Scotty est le spectateur type. Il est dans un fauteuil, il ne veut pas quitter son fauteuil d'emblée, et en plus il est dans la salle de projection. On ne peut pas avoir de meilleure place pour un spectateur de cinéma que la salle de projection, que la pièce de la salle de projection, puisque là on est spectateur. Et évidemment, qu'est-ce qu'on projette sur l'écran?
son double maléfique, ou en tout cas le double de celui qui est interdit et qui enfin, par sa projection sur l'écran, réalise ce que l'on ne peut pas faire dans la vie réelle. Et ici, il est évident que le personnage de Scotty va trouver son double dans le personnage du criminel, et que si vous allez très loin dans l'imaginaire, ou je dirais, chez l'imaginaire du déroulement émotionnel d'un spectacle, vous avez la position finale, c'est-à-dire, en d'autres termes, vous voulez pénétrer de plus en plus dans l'écran, intervenir sur l'écran, faire en sorte que la mise en scène qui est en train, ou l'histoire qui est en train de se dérouler, est celle que vous voulez, que vous cherchez à voir. À ce moment-là, il est tout à fait logique que l'écran réagisse et entre dans la salle, comme ici le personnage du criminel ou du double entre à la fin dans la pièce de Scotty et vient le déloger. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous voulez avoir peur, vous désirez la peur, vous désirez le danger pour prendre du plaisir à la peur et au danger et goûter, jouir de cela. Il est évident qu'à ce moment-là, il est normal que l'émotion, la sensation descende et que vous soyez pris justement par le suspense. Normalement, vous avez un cri possible, des cris, en tout cas, et quelquefois, quand on a des projections de films d'Hitchcock, on a les cris, réellement, le public réagit avec des cris. Ici, j'ai senti à la fin que c'était tout près, hein. Ça faillit. Comment? Les flashs. Et absolument, et les flashs, etc. C'est-à-dire, en d'autres termes, on joue. Alors là-dessus, les flashs, tout ça, après on rentre dans d'autres considérations de l'art du cinéma, et en particulier, quand je vous ai parlé de l'expressionnisme au début de la séance. L'expressionnisme, c'est le travail entre l'ombre et la lumière, et comment Hitchcock le travaille, c'est-à-dire que travaille le combat mythique, et qui avait été retravaillé, remis en évidence et en exergue par le romantisme, que ce soit le romantisme allemand, anglais, etc., enfin tous les romantismes, qui est la lutte entre le bien et le mal, représentée par le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité. Et ce qui est intéressant chez Hitchcock par rapport à d'autres cinéastes expressionnistes, c'est que lui joue à fond les deux éléments du jour et de la nuit, de la lumière et de l'ombre, dans le sens à la fois mythique, si on veut, mais surtout, il leur donne une idée de substance, comme si les ténèbres étaient une substance et la lumière était une autre substance, et que tout le cinéma d'Hitchcock, maintenant reprenons-le d'un point de vue à la fois de mise en scène de la lumière chez Hitchcock, mais aussi un sens beaucoup plus métaphysique, qui est les ténèbres veulent absorber la lumière, c'est-à-dire, en d'autres termes, veulent prendre le bien pour le métamorphoser en mal. Et c'était cette lutte entre le bien et le mal est aussi une des grandes thématiques hitchcockiennes que ici nous est représentée. Là encore, le film est très intéressant dans son œuvre, parce que quand je vous ai dit qu'il quittait son univers britannique, anglais, quand il est dans la période anglaise, british quand il arrive aux États-Unis, pour entrer dans le système américain. C'est-à-dire qu'avec ce film, d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, il a mis un certain temps à comprendre qu'il est l'un des rares à avoir compris à l'époque une réalité en train de se produire, c'est-à-dire maintenant la société change radicalement. Jusqu'alors, cette société morale, bourgeoise, etc., victorienne, si on veut rester en Angleterre, travaillait sur l'idée du péché, de la culpabilisation, et regardez les films d'Hitchcock qui précèdent, on est dans quelqu'un qui a fait une faute,
qui est soumis à un chantage, et qui donc, sa culpabilité va se développer et finalement le libérer par une sorte de confession. Là, tout le côté catholique, puisque Hitchcock a été élevé chez les jésuites, est présent dans le cinéma d'Hitchcock jusqu'à peu près cette époque-là. Mais à partir de ce film, ben, il constate que maintenant, la société veut profiter, veut jouir de son bien-être, veut jouir de son argent, veut jouir. En conséquence, on ne peut plus travailler la culpabilisation. On ne peut plus travailler véritablement la faute. On va travailler sur quoi? Dans quelque chose d'autre, justement, sur le désir de jouir. Et ça devient évidemment extrêmement intéressant quand vous mettez et vous mêlez à votre discours quelque chose sur le voyeurisme, donc sur la sexualité. Vous ne croyez pas que ce soit tout à fait innocent, par exemple, que dans le premier plan du film, vous avez cet appartement où la fille perd d'un seul coup, comme c'est curieux, son soutien-gorge, le ramasse et le remet, etc. En d'autres termes, une fille qui est plutôt joli calibre, et donc mise en place immédiatement de la sexualité. Que curieusement, les jeunes mariés passent leur temps au lit. Bon, que curieusement, le couple déjà bien installé dort à l'extérieur pour donc et au nom de famille, que le petit chien, c'est-à-dire en d'autres termes, un rapport intime, bon, peut développer. Vous avez la vieille fille, mais solitaire. Reprenez bien tous les sujets qui vous ont proposés, tous les appartements ont un rapport au sexuel. Et évidemment, le criminel a le meilleur des rapports, c'est-à-dire le rapport quotidien du mari qui tue sa femme. Bon, c'est normal pour aller avec une autre femme. C'est du tout courant. Bref, donc tout le jeu se fait aussi sur le rapport, évidemment, du désir et forcément de la sexualité. Tout cela étant lié. Regardez aussi n'importe quel autre film d'Hitchcock, et vous savez très bien que tous les films d'Hitchcock travaillent ça, sans exception. C'est pas pour rien aussi que, par exemple, le travail sur les femmes. Les femmes hitchcockiennes sont des femmes toujours extrêmement séduisantes, et ici, Grace Kelly, vous avez pu le constater, reste quand même fort agréable à regarder. Et tout le film se fait là-dessus. Et tout le film se fait sur quelque chose de très intéressant, à commencer par le personnage de Scotty, qui est repris par d'autres personnages. C'est-à-dire, en d'autres termes, de lassitude par rapport à ce désir. Et il faut réveiller ce désir. Et il faut le réveiller justement par réintroduire la criminalité supposée, ou en tout cas la culpabilité supposée par rapport à la sexualité, et pour ça il faut la projeter sur l'autre, donc le projeter sur le personnage qui veut tuer sa femme parce que justement il en a marre, etc. Sur la sexualité. Vous avez toute la séquence extrêmement importante entre lui et elle, alors que tout le bruit autour d'eux, et que d'un seul coup on ferme, il n'en a pas vraiment, il n'a plus envie, bon, et elle est là venue pour, avec sa petite trousse de nuit, sa petite chemisette, enfin bon, tout ce qu'il faut pour séduire. Bon, lui ça l'embête, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire? Obligatoirement, rideau fermé, de l'autre côté, le cri, donc à ce moment-là, en effet, le manque, donc la culpabilité de ce manque et tout ce qui va se produire après. Amusez-vous, c'est vraiment un film merveilleux parce que c'est très simple, mais il touche aux choses que tout le monde connaît finalement, mais évidemment retravaillé avec toujours l'intention non seulement de distraire, mais de passionner. Et de passionner sur des choses fondamentales qui ont justement le rapport du désir et de ce désir au sexuel, non dit ou très dit. Après tout, le voyeurisme
C'est bien de cela dont il s'agit. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors maintenant, d'un point de vue sociologique, puisqu'on en était là tout à l'heure, c'est que quand je dis que Hitchcock a été vraiment, quasiment le premier à avoir compris que notre époque était passée à l'ère de la jouissance et de la volonté de jouir de tous les biens que l'on possède. Ça va aller beaucoup plus loin dans les oiseaux, etc. Ce sera même le thème majeur. Mais là, déjà, il nous dit, bon voilà, l'Amérique, après la guerre, est devenue riche. Nous sommes en 1954, et en effet, les gens veulent profiter de la richesse. Donc, jouir à fond de la richesse, et c'est la jouissance qui va l'emporter. Et il est le premier à dire que nous sommes passés d'une société à une autre société, une société privative, je l'appelle, pour aller plus vite, la société victorienne, celle qui punit, où les choses sont bien ordonnées, etc. Il ne faut pas désirer, au contraire, il faut être plutôt humble et tout le reste. Pour passer, maintenant, nous voulons jouir de tous nos biens. Et donc, de nous peindre une société qui est notre société. Et on a très longtemps, Hitchcock a été accusé d'être un cinéaste non contemporain, alors qu'à mon humble avis, quand on regarde bien ces films, évidemment qu'on les comprend dans leur sens profond, on s'aperçoit que c'est celui qui nous dit très précisément, qui nous montre dans quelle société nous sommes entrés, et donc où est-ce que nous en sommes. Et ce film-ci est le premier à le dire de façon ouverte, en reprenant comme base même de sa réflexion le cinéma, qui lui-même est après tout quelque chose qui a été inventé, sans le savoir d'ailleurs à la base, pour projeter du désir et faire vivre des désirs par écran interposé. Donc là, on a la boucle absolument bouclée dans ce film sur qu'est-ce que le cinéma et aussi qu'est-ce que le cinéma hitchcockien, qui n'appartient pas au cinéma des autres. Là, je termine là-dessus ce discours sur, si vous prenez tous les cinémas classiques de cette époque-là, et même encore un peu après, qu'est-ce qu'un cinéaste à l'époque? C'est quelqu'un qui sort une caméra dans la rue et qui filme, donc qui enregistre la vie de la rue. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est cette idée-là. Et ensuite, on rentre la caméra par le laboratoire interposé, on transmet tout ça à une pellicule, et la pellicule projette la vision de la vie réelle, donc de ce qui se passe dans la vie réelle. Donc on a une représentation de notre vie. Hitchcock a inventé, mais vraiment inventé, quelque chose, une autre façon de considérer le cinéma, c'est-à-dire il ne prend pas le spectateur ou le metteur en scène avec importance sortant dans la rue pour filmer, non. Il prend, en imagination bien sûr, un personnage qui est un spectateur idéal, n'importe qui, n'importe quel spectateur, et qui entre dans une salle de cinéma pour voir ce qu'il ne peut pas faire ou voir dans la vie réelle. Donc, en d'autres termes, c'est le spectateur qui entre dans la salle et qui mentalement projette le film, ou il va falloir qu'il projette le film qu'il a envie de venir voir. Donc, c'est cela que Hitchcock prend comme sujet d'importance. Et quand je dis cela, vous n'avez qu'à, pour ceux qui l'ont lu en tout cas, c'est évident, relire le livre que Truffaut a fait un entretien avec Hitchcock, et vous apercevez que en permanence, la première chose, on peut dire presque l'unique chose que Hitchcock dit, à tel moment, bon, je pensais au spectateur, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser, etc. C'est-à-dire que pas un moment du film, quand il construit le film, et on sait que Hitchcock construisait son film au moment du scénario, quand il arrivait sur le plateau, le film était quasiment déjà fait dans sa tête, donc il avait déjà décidé tous les plans, etc. Et donc, ce qui l'intéressait, c'était de savoir très précisément, tel instant, tel instant, tel instant,
quelle va être la réaction du spectateur. Et même, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, il le dit justement à partir des films comme Vertigo, etc., où il dit carrément, là, je pensais au couple, lui va penser ça, elle va penser ça. Lui va réagir comme ça, elle va réagir comme ça. C'est-à-dire, donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui lui a échappé. C'est au contraire le fondement même de sa création cinématographique. Et ça reste, c'est pas pour rien que, puisque nous sommes, notre société est passée à l'ère de la jouissance, on veut jouir, bon, on veut jouir de tout, etc. C'est pas pour rien que le cinéma d'aujourd'hui, donc en particulier le cinéma hollywoodien, à partir des années 70, le nombre de cinéastes qui ont ouvertement imité ou ont été influencés par Hitchcock est énorme. Tous les plus grands cinéastes américains d'aujourd'hui refont du Hitchcock à leur façon. Parce que ce que Hitchcock a proposé d'eux et par son cinéma, c'est en effet la place des spectateurs et qu'est-ce qu'on travaille chez les spectateurs. Donc, quel film on fait pour le spectateur. Et donc, en allant au bout de cette conscience, finalement, et ce sera la vérité de son dernier film, pour qu'il a tourné, il devait en faire d'autres, mais en tout cas c'est celui-là le seul qui nous reste, à la fin, puisqu'on sait que dans tous ces films, il fait une apparition, dans ce film-là, le dernier, on ne le voit plus personnellement. On ne voit plus que son ombre à travers une vitre teintée. Donc, on a juste la silhouette d'Hitchcock. En effet, il n'a plus besoin d'être là, puisque dans le sujet même du film qui est projeté, c'est la femme qui veut faire le film. Donc, c'est elle la metteuse en scène, donc la femme, le personnage principal du film, et que Hitchcock n'a plus besoin d'être là. C'est le spectateur qui fait du Hitchcock. Donc maintenant, le spectateur sait comment faire du Hitchcock, et il fait son Hitchcock là, tout seul. Évidemment, il le fait très mal, mais il ne se rend pas compte. Mais le principal, c'est qu'il est pris du plaisir. Voilà. Alors, si vous laissez, quand on s'amuse à regarder l'œuvre d'Hitchcock comme vraiment une œuvre qui constamment repense à comment, à la fois à sa propre manière, comment il travaille sa propre manière, et comment cette propre manière ne fonctionne que par rapport à ce qu'il imagine comment réagit le spectateur, évidemment, c'est une machinerie mentale, fabuleuse, bon, qui aboutit à ce que Hitchcock reste un des cinéastes majeurs de l'histoire du cinéma. Voilà déjà ce que je voulais dire. Bon, maintenant, je vous écoute. Attendez, alors, on va vous donner le micro, mais je sais pas, pardon. Cet éclairage que vous donnez est avéré par les dernières images du film qu'on a vu, où l'air ravi, libéré de Grace Kelly d'une part, oui, de Stewart d'autre part, alors rend enfin, et la preuve que c'est profond. En même temps aussi, puis il y a des côtés coquins chez Hitchcock. Bon, Hitchcock est anglais, je vous le répète, donc il est quand même pudique. Oui. Mais la pudeur anglaise et celle d'Hitchcock, il faut quand même la relativiser. Si vous avez comme ça, vous vous amusez à des symboliques, mettons sexuelles, une jambe dans le plâtre, dès le départ, ça veut dire quelque chose. Et qu'à la fin, ce n'est pas une, mais il y en a deux, ça veut dire encore un peu plus. Et que la femme est là, et que maintenant, bon, le côté culturel, tout ça, bon, d'accord, maintenant je suis femme, je lis Vogue ou je sais pas quoi, ou l'Himalaya, et ça suffit largement, etc. Enfin, ça, vous essayez de vous amuser autrement. Mais on n'est pas obligé toujours de parler de choses très sérieuses, enfin, trop sérieuses. Et il y a un côté quand même un peu salace chez Hitchcock. Mais c'est jamais dit, attention. C'est toujours très pudique. Je sais pas d'autres réactions. Oui, alors j'aurais peut-être trois questions. Je vais essayer de les formuler assez vite. Alors, moi, en revoyant le film, et à chaque fois que je le revois, je suis encore plus impressionné par la performance d'acteur de James Stewart.
Oh bah, qui a pratiquement rien à faire, en fait. Parce qu'il est immobilisé, il a juste à faire des contre-champs sur son visage qui vont lancer un peu le plan qui est proposé ensuite. Et en fait, je trouve que ça nous place un peu dans son espace mental en permanence. Il est là, à chaque fois, le plan sur son visage, enfin, très souvent, le plan sur son visage est là pour lancer la projection qu'on va voir après. Et je trouve que c'est extrêmement... En même temps, il faut qu'il soit un peu neutre pour que chacun puisse s'identifier avec ce spectateur. Et moi, je voulais vous poser la question, parce qu'il me semble qu'il y a quelques exceptions. Dans le film, il y a quelques plans qui me posent problème, qui m'intriguent. Déjà, le plan de départ, parce qu'en fait, il a les yeux fermés. Donc la question du point de vue de cette caméra qui va effectivement épier, espionner tous les voisins, en un sens, c'est pas lui, puisqu'il dort. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Très bien, mais donc en fait, on peut penser que c'est quelque chose c'est ce à quoi il est en train de rêver. Enfin, et après, moi, je trouve que c'est un plan qui me semble bizarre dans sa justification. C'est d'autant plus bizarre que, c'est-à-dire que tout ce long panoramique, alors je m'excuse pour les gens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas la technique, un panoramique, c'est exactement au fond ce que c'est pas un panoramique, enfin un panorama dans la vie réelle, c'est-à-dire que vous regardez, votre regard est circulaire et il va de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc la caméra voir en face, d'un seul coup elle tourne à droite, elle regarde, ensuite elle retourne sur elle-même et elle revient et à la fin fait un tour sur elle-même total, quasiment à plus de 180 degrés, même à 270 degrés, c'est-à-dire 3/4, pour aboutir sur le visage, mais en effet le visage, les yeux fermés, mais surtout transpirant un maximum. Alors, réaliste, il fait très chaud, et en effet, on nous montre New York dans l'été à New York, ce qui est vrai, et en effet, New York l'été, si vous êtes déjà allé, c'est effrayant de chaleur. Bon, ça c'est une vérité. Et puis, si vous le faites à façon symbolique, disons qu'il est déjà en chaleur. Donc, voilà, vous commencez d'emblée en plein cœur du sujet, extérieurement, intérieurement. Donc, vous avez ce moment-là. Ensuite, vous allez redécouvrir plus tard, un peu plus tard, que, en effet, le panoramique, va se continuer pour découvrir la jambe, en effet, dans le plâtre, avec en même temps un petit message amical sur la jambe. Bon, comme on le fait toujours dans ces cas-là. Et ensuite, on va aboutir, toujours dans le même panoramique, sur l'appareil photo du reporter journaliste. Donc, c'est celui qui est quand même un reporter journaliste, celui qui va photographier le monde réel, et donc de donner les images du monde réel. Et ces images du monde réel est une représentation d'un monde que l'on peut, dont on dispose absolument comme on veut. Puisque aujourd'hui, tout simplement, imaginez il y a 100 ans, jamais autant d'informations. C'est-à-dire que nous sommes l'information, et l'information, c'est le bombardement des images. Là, on n'a pas encore la télévision vient à peine de commencer, donc Hitchcock ne nous met pas de télévision dans ce film, mais déjà l'idée de la télévision est présente. C'est-à-dire que la façon dont il travaille, justement, la recherche de l'image, l'importance de l'image, l'impact de l'image, que nous ne sommes plus en rapport avec des choses directes et réelles, mais nous sommes en rapport avec les choses représentées par une image, et nous ne fonctionnons plus que par le jeu des images, et si nous fonctionnons par le jeu des images, donc nous suscitons de plus en plus le système du désir, etc. Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'en un sens il invente le zapping, parce que vous avez montré qu'il y a la multiplication des écrans, et en même temps c'est vrai que le personnage, enfin le regard le zapping télévisé, c'est-à-dire qu'en fait il invente, curieusement, et vous avez raison, il invente la télévision avant qu'elle soit déjà, c'est-à-dire qu'en d'autres termes vous avez plusieurs chaînes, et vous choisissez, et vous allez choisir évidemment la scène du crime.
t'en prends la meilleure et la plus passionnante, d'autant plus qu'on se croit protégé, et justement on ne sera pas protégé, etc. Mais c'est vrai, alors que, je répète, en 54, bon, bien sûr qu'il y a la télévision, là, il y a le couronnement de la reine d'Angleterre qui a, comment dirais-je, matérialisé la présence des télévisions, mais très peu encore, enfin en Amérique quand même plus. Mais il n'y a pas une seule télévision dans le film. Elle n'existe pas encore, elle n'est pas présente dans les appartements. Alors qu'il aurait fait le film 5 ou 6 ans plus tard, il aurait été obligé de mettre des télévisions, parce que s'il voulait avoir un petit air réaliste, il était obligé. À ce moment-là, ça changeait. Vous savez, il y a de plus en plus de films. Vous allez vers le prochain, oui, on peut dire, le prochain film de De Palma, puisque De Palma est un grand continuateur, ou en tout cas un grand, et très inspiré par Hitchcock. La télévision est très présente. Ou le précédent film de De Palma aussi, Redacted. Qu'est-ce que la télévision aujourd'hui? Et justement par le jeu du rapport à l'image. Quelle conscience avons-nous réellement du monde? Puisque nous n'avons plus le monde que par l'image. Aujourd'hui, puisque nous sommes en guerre depuis hier, eh ben, quelle image avons-nous à avoir de la guerre? Quelle image va-t-on nous donner de la guerre? Quelle image va-t-on nous proposer de la guerre? Quelle image devons-nous avoir de la guerre telle que les images vont nous être présentées? Le problème de l'image aujourd'hui n'est pas un petit problème, c'est un problème fondamental. Regardez dans tous nos rapports au social, ou tout rapport à l'économique, etc., ne passe que par l'image. Et c'est bien ce jeu-là qui est en question. On nous a supprimé. Aujourd'hui, on n'a même pas, par exemple, parce que c'est un aparté, mais vous n'avez même plus l'image de l'argent. Imaginez il y a 3 siècles, l'argent, mais ça avait un poids, ça avait une pesanteur, c'était des pièces, c'était de l'or, c'était du métal. On avait une conscience physique de l'argent. Aujourd'hui, l'argent, c'est une fraction de seconde d'un message qui envoie tel ordre de New York à Tokyo, etc. Et en une fraction de seconde, vous avez des milliards qui se sont transportés. Mais amusez-vous, je m'excuse, mais le cinéma, entre autres, tout en vous distrayant, vous pose ce type de questions. Et Hitchcock, entre autres, et même plus que d'autres peut-être, vous pose le problème ou la question de l'image. Quel rapport avons-nous à l'image? Comment nous sommes fabriqués par l'image? Comment nous sommes finalement des subordonnés de l'image et non pas des faiseurs d'image? Et là, le film, ça fait partie. C'est pas pour rien qu'il a pris. Et ça, chez Hitchcock, c'est aussi des choses importantes. Regardez toujours le métier des gens. Et là, son métier, c'est pas pour rien qu'il a pris justement un reporter journalistique. Et c'est d'autant plus intelligent qu'il prend un reporter journalistique, c'est-à-dire vraiment un coureur du monde qui va photographier tous les événements cruciaux. Alors là, entre parenthèses, on voit très bien, il filme la guerre, mais il filme aussi la mode, par exemple. Donc, il photographie la guerre ou la mode. Donc on s'aperçoit que c'est en effet un vrai photographe, professionnellement. Mais en même temps, et surtout, chez Hitchcock, le métier révèle le caractère des personnages. Et ici, c'est un personnage qui est un actif, être reporter photographique, et en effet, on est archi-actif, qui est totalement immobilisé. Donc, et c'est pas pour rien, puisque vous l'avez vous-même remarqué, que le premier plan où on voit, il a les yeux fermés. C'est-à-dire que l'activité ne peut plus être que mentale, puisque... Et ce qui est très beau dans la scène où il est envahi par l'écran qui vient d'entrer chez lui, c'est-à-dire donc le criminel qui vient d'entrer chez lui, il n'a plus que comme défense que deux choses, l'obscurité en s'y mettant, donc il est finalement complice totalement du ténébreux,
et de la lumière, c'est lui qui envoie la lumière sur l'autre. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a la fonction démoniaque. C'est lui qui éblouit l'autre pour se protéger dans le noir. Il y a une inversion totale. C'est-à-dire que le criminel, la criminalité, je ne dis pas le criminel, ça c'est le fait, mais la criminalité est chez lui plus que chez l'autre. Et le traitement même de l'autre personnage en fait un personnage perdu, en fait, presque un personnage qui vient lui commander, mais pourquoi vous cherchez, qu'est-ce que, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Alors que Scotty devient le personnage, c'est très court, mais il devient le personnage dégueulasse, en fait. C'est lui le salaud, à ce moment-là. Et c'est dit, il le disait, quand Grace Kelly lui dit je me demande si on n'est pas des êtres ignobles. Oui, c'est ça, ça c'est dit. Non, mais, de toute façon, chez Hitchcock, tout est dit. Une phrase, peut-être, un mot, mais c'est dit. Et là, par exemple, sur la notion d'activité, et moi je trouve justement, pour finir cette séquence-là, ce qui est magnifique, c'est le moment où il s'agite, puisqu'il ne peut pas, justement, avoir l'activité physique, donc il s'agite avec son fauteuil roulant pour essayer d'échapper, et c'est un moment magnifique. Alors là, pour un spectateur, évidemment, on le met en position du pauvre homme qui ne peut pas se défendre, qui est menacé, alors qu'en réalité, c'est lui qui est allé chercher la culpabilité. Amusez-vous à voir, enfin, amusez-vous à vous mettre dans le crâne d'un créateur et voir comment il a travaillé. Parce que tout ça a été évidemment pensé très précisément, je répète, il suffit de relire ces interviews, pas un moment qui n'a pas été pensé. Pensé, alors pas forcément rationnellement, mais de façon sensoriellement. Ça doit faire ça, ça doit produire ça, ça doit produire ça, ça doit produire ça. Et ça, c'est fou. Allez-y. Oui, moi j'ai deux remarques en fait en relation avec d'une part les voisins, donc le criminel, et puis d'autre part avec cette notion de fenêtre. Il me semble, pour ce qui concerne Lars Torvald, qu'on a affaire à un double inversé du couple de Stewart et de Grace Kelly, parce que la personne qui est tuée est alitée à la façon dont Stewart est lui-même immobile sur sa chaise, et le personnage qui souhaite s'extraire de cet univers trop quotidien, Torvald, me fait penser au double inversé de Grace Kelly, qui, elle, au contraire, veut s'installer dans la vie quotidienne et qui est en rupture avec Stewart, qui, lui, rêve de partir en Pakistan, de l'Himalaya, etc. En plus de ça, Lars Torvald, le côté fruste du personnage, je pense, se trouve dans son nom lui-même. Torvald, il y a un côté scandinave, la forêt, enfin quelque chose de très mal dégrossi, de quelque chose de très brut, de très élémentaire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et je voulais revenir juste sur la notion de fenêtre et sur ce premier plan séquence qui se termine sur le visage de Stewart avec la sueur qui perle sur son front. On parle beaucoup de la pulsion scopique, enfin, on parle beaucoup du voyeurisme de la part d'Hitchcock et puis de ses personnages. Mais et du spectateur. Et du spectateur, bien sûr. C'est lui le premier, hein, le spectateur. Mais je crois que Windows, ce qu'on oublie, c'est certes quelque chose à travers quoi on voit, mais étymologiquement, Windows, c'est quelque chose qui arrête le vent. La raison pour laquelle, selon moi, il a les yeux fermés au départ, c'est parce que ce qui l'intéresse, c'est pas de voir, c'est de recevoir le vent pour faire tomber la température. Ce rôle de la fenêtre, on le retrouve de manière systématique dans le film, et le vent prend la forme d'êtres humains en fait qui vont pénétrer dans les appartements comme Grace Kelly ou inversement comme Stewart qui va être défenestré à la fin. Enfin voilà, c'était deux remarques que je voulais faire qui me semblaient... C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez bien la composition, vous avez l'appartement de Stewart qui est la cabine de projection. En face, vous avez l'écran. Alors bien sûr, il a quand même eu l'intelligence de fermer son immeuble, mais aucune importance. Enfin, en réalité, il y a la cabine de projection, il y a l'écran, et entre les deux, cet espace vide.
Et cet espace vide, c'est à la fois celui du faisceau lumineux, mais plus précisément, c'est celui de la projection mentale. Donc la projection du voyeurisme, etc. Qu'est-ce qui va m'intéresser chez les autres? Et en même temps, vous avez entièrement raison mais ça c'est un travail que les grands cinéastes font tous, Fritz Lang le fait, etc. C'est-à-dire sur le travail du double. Dans la dramaturgie, c'est là quand je vous parlais du 2 et du 3. Bon, le 2, c'est le conflit direct, c'est à moi compte de mots, je sors mon épée, il y en a un des deux qui va être trucidé. Bon, donc ça c'est le duel. Et donc le duo dramatique, etc., le conflit direct. Et puis vous avez le 3, c'est-à-dire un conflit entre deux personnages que vient interrompre ou au contraire faire déraper un troisième personnage. Et la nécessité de jouer le 3 pour lier les scènes les unes aux autres et donc de faire progresser par ce jeu du trio. Bon, par exemple, le trio amoureux, c'est un des classiques et même des nécessités de la comédie. Il faut qu'il y ait 3. Le 2, par exemple, c'est pourquoi que Lubitsch, pendant le cinéma, est un merveilleux cinéaste du 3. Guitry est un merveilleux cinéaste du 3. Hitchcock est un merveilleux cinéaste du 3. Fritz Lang est un merveilleux cinéaste du 2. Chez Fritz Lang, c'est totalement duel. C'est conflit. Je t'attaque, tu m'attaques, etc. C'est ce jeu-là. Donc, chez Hitchcock, on a toujours ce côté triangulaire avec le côté suspense de force par rapport à un objet ou à un individu totalement immobile et subissant les deux forces, ne sachant pas qui veut l'emporter des deux. Donc cette espèce de mouvement de suspension, qu'à de dire très précisément, donc il filme le suspense physiquement. Mais en même temps, il est obligé quand même de jouer la première base dramaturgique et le conflit, donc le 2. Et le 2 implique le double. Dans toute pièce de théâtre, et même aussi dans le roman, c'est pareil, mais enfin un peu moins visible, vous avez une dualité, vous avez des doubles, c'est obligatoire. Et en même temps, évidemment, si vous êtes un bon dramaturge, vous doublez les doubles. C'est-à-dire que ce qui est double d'un côté va être inversé de l'autre. Et là, en effet, il fallait que le couple Scotty machine Grace Kelly soit inversé dans l'autre couple. C'est-à-dire que donc Scotty est immobile, donc ce sera la femme de l'autre qui sera immobile. Grace Kelly est justement, enfin, je ne parle pas de son prénom pour jouer, mais elle a grâce, la beauté féminine, etc. De l'autre côté, c'est le lourdingue masculin. Le gros pépère, quoi. Enfin pas le gros pépère, mais enfin l'espèce de monstre sans forme et sans possibilité de désir. Enfin, ne pouvant pas donner du désir. Et même désir, enfin bon, là c'était un personnage tout à fait très, très intéressant. Jouer par Raymond Barre, qui est un acteur qui est un peu secondaire, qui quand même occupe un rôle, une place importante dans le cinéma hollywoodien, mais qui, à mon avis, a eu son plus beau rôle dans ce film, quoi. Un très beau rôle. Et tout va se jouer sur ce jeu des doubles. La Miss Solitaire a besoin de trouver son double. Finalement, la belle petite danseuse très, très affriolante, finalement, n'a que n'est qu'une apparence physique amusante, mais elle n'a rien. Donc à la fin, eh ben, elle n'a rien, c'est-à-dire elle a un petit soldat rien du tout minable qui lui tombe dans les bras et ils se sont grand amour, etc. Et autant jouer tout le jeu des doubles. C'est évident que, par exemple, c'est très beau le couple qui se... Moi, j'aime énormément le moment
ou le couple qui dort sur le balcon parce qu'il fait chaud, etc. Bon, c'est très bien, et qui se réveille, ils sont couchés tête bêche. Et en même temps, ce qui est important, c'est le petit chien. Il rentre entre terre, l'enfant qu'ils n'auront jamais, et ce couple qui vit comme ça, une idée de couple sans aucun rapport possible, physique, etc. Enfin, amusons-nous à ce jeu du double. En effet, bon, Hitchcock est dans ce domaine aussi très fort. Mais ça, c'est une des choses qui vous permet de comprendre aussi un cinéaste. Comment travaille-t-il des fondamentaux de l'art dramatique? Le double et le triple. Comment ça se joue? Et comment il le joue? Et si un grand dramaturge, vous savez, vous n'avez qu'à prendre Shakespeare, c'est pas mal Shakespeare. Et vous verrez comment ça se joue le double ou le triple, ou même Molière, des gens comme ça sont des effets passionnants à analyser. Et le cinéma n'y échappe pas. On est obligé de travailler la dramaturgie, donc on est obligé de jouer pour faire avancer et en même temps, évidemment, aller là où on veut aller, évidemment. Enfin bon, ça c'est... Et puis il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et à la télévision aujourd'hui, vous avez la chance de voir beaucoup de gens, tous ceux qui ne réussissent pas. Si je peux juste rajouter sur la dramaturgie, vous avez parlé du rôle du 3 dans l'œuvre de Hitchcock, mais l'ouverture des rideaux au départ, moi personnellement j'ai lu le théâtre, et l'idée que le monde est une scène sur laquelle tout va se dérouler, et en plus de ça, ça se passe dans c'est rear window, enfin, c'est ce qui donne sur l'arrière-cour, c'est ce qui donne sur les coulisses de la vie réelle qui se déroule de l'autre côté de l'immeuble en quelque sorte. Qu'on entrevoit dans une petite ruelle de rien du tout. Et entre parenthèses, tout à fait en premier plan, dans le mouvement de panoramique, quand nous apercevons la ruelle pour apercevoir la rue principale, qu'est-ce qui passe à ce moment-là? C'est un camion d'ordures qui ramasse les ordures. Bon, amusez-vous encore. On aurait pu prendre autre chose, on aurait pu prendre le métier. Hein. Bon. Je ne sais pas si d'autres questions ou d'autres interventions. Enfin, de toute façon, pour ceux qui le voient, qui ont vu le film pour la première fois, vous savez que vous avez du temps à perdre ou à gagner, à le revoir une autre fois. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas. Moi j'ai une petite question sur Hitchcock. Est-ce qu'il y a des failles? Oui, il y a des failles dans le sens que... par exemple, moi je préfère Fritz Lang. Non, la faille, c'est quand même d'être toujours complice de ce qu'on veut que le spectateur ressente et pense et agisse. C'est-à-dire que c'est un peu sa complicité, pas plus que sa complicité, mais sa nécessité du spectateur de diriger le spectateur. Moi, je préfère que le spectateur soit plus... il n'y a pas beaucoup de liberté. Plus indépendant. Mais ceci étant dit, c'est un défaut qui se supporte très bien.